Nous sommes en Polynésie française, plus exactement sur l'île de Bora Bora. Bora, c'est la perle du Pacifique. Les plus beaux lagons du monde, les plus belles plages de sable blanc, les plus beaux hôtels. Mais derrière la carte postale se cache aussi le plus gros trafic de viande de tortue du Pacifique Sud. Car ici, comme partout dans le monde, tuer une tortue est interdit. On estime que 80% de la population des îles consomme de la viande de tortue plusieurs fois par an. Un véritable marché parallèle s'est installé dans cette partie du monde. Il faut dire qu'à 10 000 francs pacifiques, soit 90 € le kilo, la viande de tortue peut rapporter gros. Teva a accepté de nous embarquer à bord de son Potimarara, un bateau puissant et rapide, capable d'affronter n'importe quelle mer et de semer n'importe quel poursuivant. Teva est un pêcheur de Bora, mais quand le poisson se fait rare, il n'hésite pas à braconner des tortues. En ce moment, il est en train de pêcher là. Et j'espère qu'aujourd'hui, on aura une tortue. T'en pêches combien quand tu vas à la tortue? Oh, c'est la chance, 2, 3. La tortue entière, ça varie entre 50 000 et 60 000 la pièce. Hein. 60 000 francs pacifiques, l'équivalent de 550 €. La pêche est lucrative, mais les braconniers risquent la prison ferme s'ils sont pris. Le copain, ça y est, je crois qu'il en a eu une là. Il est temps de partir. Pas question de rester ici, trop dangereux. La tortue sera dépecée au large. C'est interdit. Mais bon, pour nourrir la famille, hein, faut bien. Hein. Ça rapporte beaucoup? Oui. Mieux que le mémé et le thon. Hein. La viande de tortue est camouflée au milieu des autres poissons, dans la glacière. Et voilà. Prête à la consommation. Allez, on rentre au port. Direction l'un des multiples ports de l'île. Édouard, le collègue de Teva, surveille les grilles, comme il dit, le bateau des douaniers. Il y a quelques mois, les forces de l'ordre ont saisi plus de 700 kg de viande de tortue sur un bonitier. Alors, il faut être prudent. C'est la viande. Il faut qu'il y ait du tout. Faut que ça fasse 5 kilos. Ça, les clients en raffolent là. C'est quoi ça? Ça c'est les boyaux. Ça c'est la viande. Ça c'est la graisse. Tout est bon, c'est la tortue, rien à jeter. C'est les paquets de 5 kilos que le client achète? Oui. Ça fait 5 kilos. Ah, on en a... Pour l'instant, il y en a 2, il y en a d'autres dans la glacière. Là, ça va vous rapporter combien ça? Ouais. Oh, 70 000, un truc comme ça. Oui, bonjour. Oui, j'en ai encore un peu. Une fois à terre, à l'abri des regards, la viande de tortue est conditionnée. Le dernier paquet, c'est pour lui. Hop là. Il est 20 h. Le dernier client de la journée arrive. La journée de braconnage aura rapporté à Teva près de 900 €. Voilà. Tout est vendu, tout est parti. C'était une bonne journée? Ah, une très belle journée. Hein. Voilà. Ça vaut le coup? Oh, oui.
À des centaines de kilomètres de Bora Bora, nous retrouvons au large de Tetiaroa le commandant Mogis et ses hommes en patrouille à bord de l'Arafenua, la vedette des douanes. Pour la journée d'aujourd'hui, on s'est fixé un objectif, c'est nous rendre sur Tetiaroa le plus discrètement possible et effectuer des contrôles tout autour de l'atoll. Il y a certainement un certain nombre de bateaux qui sont en stand-by et peut-être déjà à l'heure actuelle en pêche. Tetiaroa est l'unique atoll des îles du Vent dans l'archipel de la Société. Les rois tahitiens y venaient en villégiature. Les vestiges de leur passage sont nombreux. Longtemps inhabité, l'atoll est considéré comme un sanctuaire de la biodiversité, avec ses oiseaux, ses poissons et ses tortues marines. Cet atoll fut visité pour la première fois en 1789 par 3 déserteurs du célèbre Bounty quand il fit escale à Tahiti. Et c'est sans doute pendant le tournage du film Les Révoltés du Bounty que Marlon Brando tomba sous le charme de Tetiaroa, car il en fit l'acquisition en 1966. Il y résida épisodiquement jusqu'en 1990. Mais aujourd'hui, Tetiaroa est également devenu un haut lieu de braconnage. Chaque année, des centaines de tortues vertes viennent pondre sur l'atoll de Tetiaroa, là où elles sont nées. Les braconniers les attendent, en mer ou sur le rivage. J'ai un écho par le travers, vous voyez? Par le travers, il y en a un. Un pêcheur. On va conserver, on reste dans l'axe, hein, on va attaquer le premier. Ah, le bonitier dans l'est de Tetiaroa, à l'heure actuelle en route, Arafenua vous appelle. C'est un bateau qui peut être intéressant, hein, c'est le type de vecteur qui en général sert à faire de la pêche à la tortue. Des bateaux rapides comme celui de Teva, le braconnier de Bora, des bonitiers mais surtout des potimarara, taillés pour la vitesse et capables de passer partout et dans n'importe quelle mer. Ils sont nombreux aux alentours de Tetiaroa. Le bonitier vient de stopper son moteur. Les douaniers savent où fouiller. Généralement, oui, c'est ça, à l'intérieur des glaciers. Souvent, c'est là, hein, pour le maintenir un peu au frais. Mais les cales du bonitier ne contiennent que de la glace. Pas de traces de viande de tortue. Les pêcheurs peuvent repartir. L'objectif est de trouver des bateaux, puis ensuite d'aller les contrôler. D'une part, les bateaux, c'est une orientation, parce que la visite des bateaux peut permettre la découverte déjà de tortues et de viande de tortue. Ça peut orienter après sur un contrôle à terre, où il y a parfois du dépeçage qui est effectué directement sur le sable de la plage. Droit devant, on a un visuel, certainement un bateau de pêche. Le pneumatique n'a pas le temps d'accoster que déjà les douaniers filent vers un potimarara suspect. Il faut faire vite, car les douaniers se savent repérer. Là, en fait, on cherche s'il y a présence de viande de tortue ou éventuellement tout ce qui est produit illicite, quoi. Là encore, pas de traces de viande de tortue.
eux, en l'occurrence, ils ne pêchent pas la tortue, et que si éventuellement il y avait vraiment un pêcheur de tortue, ils seraient déjà partis depuis longtemps. Parce qu'après, il y a le système de téléphone. L'utilisation des moyens de communication modernes par les braconniers rend la tâche des douaniers quasiment impossible. Les téléphones satellites et les scanners de fréquence ont remplacé les simples postes radio à bord des bateaux des trafiquants. Ce sont des missions qui sont difficiles surtout à pouvoir réaliser dans de bonnes conditions. Il faut pouvoir bénéficier de l'effet surprise. Donc ça demande parfois de partir beaucoup plus longtemps, d'effectuer des transits plus aléatoires pour essayer de tromper l'ennemi en quelque sorte et puis arriver à le surprendre. L'intérêt est naturellement de faire du flagrant délit, c'est la procédure d'ailleurs qui nous est imposée. Au niveau de la constatation, découvrir de la marchandise sans personne autour, oui, on supprime la marchandise de fraude, mais on n'a pas l'acteur. Le but est quand même d'arriver à intercepter la personne qui a commis le délit et de la faire comparaître en justice. Le flagrant délit est quasiment impossible à réaliser. Moins de 3 par an en moyenne. Il faut dire que les douaniers ne disposent que d'un seul bateau pour surveiller un territoire maritime grand comme l'Europe. Alors ils travaillent sur dénonciation et privilégient le renseignement. La seule façon de lutter efficacement contre ce trafic. Nicolas fait partie de ces sentinelles de l'environnement sur l'atoll de Tetiaroa. Il travaille pour la société qui a en charge la réalisation d'un programme d'hôtels de luxe pour le compte des héritiers de Marlon Brando. Il est chargé de l'environnement au sein de cette structure, mais au coucher du soleil, il part à la rencontre des tortues pour l'association Temana Otemoana. Il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent autour de Tetiaroa et des pêcheurs qui font leur travail de pêcheur, donc qui pêchent le thon, les bonites ou même du poisson du récif. Et on a aussi des pêcheurs qui font les deux, qui viennent à la pêche et dès qu'ils voient une tortue, ils vont aller pêcher la tortue. Puis il faut savoir que ça coûte très cher à la vente, donc c'est toujours intéressant de pêcher une tortue. Sa mission est vaste, du comptage des tortues à la surveillance des sites de ponte. Je me balade le long de la plage à la recherche d'une empreinte laissée par une tortue. En fait, la tortue, quand elle sort de l'eau, elle va se traîner sur le sable et elle va laisser des traces. Donc ces nageoires vont faire des empreintes sur le sable et c'est ça ce que je suis en train de rechercher ce soir. Après quelques heures de traque le long du récif, au bout du faisceau de la lampe de Nicolas, une tortue verte d'environ 120 kg. Les tortues vertes retournent pondre plusieurs fois par an sur la plage qui les a vues naître. C'est toujours un plaisir de voir un animal de cette taille-là qui va, malgré ses 130 kg, se traîner sur le sable pour creuser un nid qui a 80 cm de profondeur avec ses nageoires arrière. Enfin, c'est impressionnant de voir ça. Elle se sert de ses nageoires postérieures vraiment comme des mains. Donc elle prend du sable avec. Elle referme la nageoire sur sa poignée de sable, sur ses cailloux, et elle le jette à l'extérieur. Donc c'est avec ces deux nageoires postérieures qu'elle va creuser en fait la chambre dans laquelle elle va pondre ses œufs. La femelle pond une centaine d'œufs en moyenne. La période d'incubation dépend de la température du nid. Au-dessus de 27 degrés, les œufs donneront une majorité de femelles. En dessous de cette température, ce seront des mâles. La tortue, quand elle commence à pondre, elle est comme anesthésiée là. Je vais pouvoir faire tout ce que je veux, lui mettre
lui mettre des bagues, prendre un petit prélèvement, un petit fragment de peau, elle va pas arrêter sa pompe, quoi. Elle est dedans, on a l'impression que rien ne peut l'arrêter. Nicolas, après l'avoir baguée, en profite pour la mesurer. Elle fait 105 cm de longueur de carapace. Ce n'est qu'après plusieurs heures de ponte que la tortue repartira à la mer sous la surveillance de Nicolas. Celle-ci, pour une fois, aura échappé aux braconniers. Il y a effectivement le problème du braconnage en Polynésie, et une des techniques de braconnage consiste à retourner la tortue juste après qu'elle ait fini de pondre ou avant qu'elle ait fini de pondre. La tortue est retournée puis cachée un petit peu dans la végétation, et les braconniers repassent au moment où ils volent pour récupérer la tortue, la ramener sur le bateau et la transporter et la découper après au large. Une pratique de plus en plus fréquente. Comme ici sur ces images prises par l'équipe du commandant Mogis, du côté de Bora, lors d'un contrôle. Nous sommes arrivés très tôt le matin, on a bloqué la passe et on a fait agir le moyen léger à l'intérieur du lagon. Et au bout il a fallu 5 heures quand même d'investigation pour arriver à repérer les contrebandiers de viande de tortue et d'arriver à effectuer la saisie. Là, il y a eu 208 kg de chair et après, bien sûr, les carapaces, ça faisait un poids relativement conséquent. Toute cette viande de tortue était conditionnée en petits paquets de 5 kg, destinés à la revente sur Mopiti et Bora Bora plus vraisemblablement. C'est surtout de l'argent facile. Ce sont des gens qui sont à l'origine des pêcheurs professionnels qui peut-être parfois pris un peu à la gorge par une mauvaise gestion, ont la facilité de recourir au prélèvement de chair de tortue qui est très prisé, à des prix très élevés, et ça pouvait permettre aux 3 personnes, parce qu'ils étaient 3 à être acteurs dans cette opération, de vivre très confortablement, bien sûr. Chaque semaine, c'est entre 80 et 100 tortues vertes qui sont tuées en Polynésie française pour être consommées dans les îles et dans une dizaine de restaurants du centre-ville de Papeete. Le kilo de viande s'y négocie entre 4 000 et 9 000 francs pacifiques, soit en moyenne 50 €. Sachant qu'un animal de taille adulte peut peser jusqu'à 120 kg, le bénéfice pour les braconniers est conséquent. C'est ici à Tahiti que la plupart de la marchandise arrive. Au port du Tané souvent, conditionné dans des glacières. Ce matin, Laurent Casal procède avec ses hommes au contrôle d'une goélette en provenance de Bora, à la recherche de viande de tortue. Ce sont des gros morceaux généralement qui sont très ensanglantés, donc c'est parfaitement reconnaissable à la vue sans difficulté. Voici des légumes. Ce n'est pas considéré vraiment, malheureusement, c'est un peu ça psychologiquement, comme vraiment quelque chose de très répréhensible. Donc pour un Polynésien qui va consommer de la viande de tortue, c'est quelque chose qui est normal. C'est bon? Bon allez, terminé, on y va, on passe à autre chose. Laurent Casal ne trouvera rien ce jour-là dans les containers du Taporo, seulement du poisson. Pendant longtemps, la consommation de viande de tortue a été plus ou moins tolérée par les autorités sous couvert de pratiques culturelles ancestrales. Elle était consommée partout, mais pas par tout le monde. Au Tuamotu, seulement les anciens y avaient droit, alors que dans les autres archipels, c'était le menu des familles royales. Pour le reste de la population, consommer de la viande de tortue était synonyme de peine de mort. C'est un animal emblématique. Il est sur nos pétroglyphes et vous faites tout le Pacifique, vous allez trouver la tortue comme étant un animal sacré, respecté. Car au fil des années, la consommation de viande de tortue est devenue populaire et coutumière.
Mes parents, bah voilà, ils ont consommé. Est-ce que c'était gênant à l'époque? Non, puisqu'on en trouvait en quantité. Lorsqu'il y avait une tortue, c'était toute la famille qui était là et qui en consommait. Mais ça faisait partie d'un rituel dans lequel la préoccupation de l'argent lié à la tortue qui était pêchée ne se posait pas. Donc on en a attrapé. Comme ils allaient à la pêche, ils attrapaient d'autres espèces de poissons un peu plus rares que l'on consommait. Jackie Briand, le ministre de l'Environnement, s'inquiète de la baisse de la ressource. Les stocks de tortues diminuent en Polynésie, mais aussi un peu partout dans le monde. L'Union internationale pour la conservation de la nature décide alors de classer les tortues marines parmi les espèces en voie d'extinction. Elles sont désormais protégées par la Convention de Washington et par une délibération du 13 juillet 1990 de l'Assemblée de Polynésie française qui interdit leur transport, leur détention, leur capture ou leur commercialisation. Pourtant, la consommation de viande de tortue et le braconnage en Polynésie continuent à une large échelle. Aujourd'hui, on est dans une démarche qui consiste à vendre une espèce protégée, certainement parce qu'il y a des gens qui consomment, mais parce que derrière cela, il y a énormément d'argent qui circule. Et lorsqu'on aura ramassé la dernière de la dernière, on fait quoi? On invente quoi? Donc on est dans une logique suicidaire. On ne peut pas tenir ce discours-là. Au bout d'un moment, lorsqu'on aura mangé la dernière tortue, et après on fait quoi pour payer son montage? On va aller vendre... Qu'est-ce qu'on va aller vendre d'autre? Jackie Briand a décidé de mettre un terme à ce trafic. À la direction de l'environnement, Miri Tatarata a en charge le dossier difficile des espèces protégées et en particulier celui des tortues marines. C'est un sujet sensible parce que la loi évolue et que le fait même de les avoir classées en espèces protégées et le fait même d'essayer de rééquilibrer les sanctions parce que pendant longtemps on a appliqué des sanctions qui n'étaient peut-être pas aux normes, le fait de remettre tout ça un peu à jour et finalement de protéger, de déclarer ces espèces protégées au sens strict, ça peut fâcher parce que les gens ne se reconnaissent pas dans la réglementation, parce que certains estiment peut-être qu'ils sont lésés d'un point de vue culturel ou traditionnel ou qu'on les oublie, et donc ça peut fâcher. Il existe très peu d'études menées sur les tortues en Polynésie, et donc peu d'indications sur les effectifs actuels, leur migration ou leur reproduction. Pour le moment, on parle dans le vide. On ne peut pas dire « moi je peux en manger » ou « moi je ne peux pas en manger ». On ne sait pas ce qu'on a. Donc, dans un sens comme dans l'autre, on est limité en connaissances et on est limité en décision. Donc, le principe de précaution pour nous s'applique. Afin d'expliquer les enjeux aux populations locales, Miri et son équipe n'hésitent pas à se confronter à la réalité du terrain. Ouais, c'est pareil, c'est beau. Nous partons dans les Tuamotu, plus précisément à Kauai, un des 7 atolls qui composent la biosphère de Fakarava. Les Tuamotu sont des îles réputées grosses consommatrices de viande de tortue. Miri et son équipe sont venus expliquer aux habitants de Kauai l'urgence de la situation et la nécessité de mieux connaître les populations de tortues marines de l'île. Les écailles qui sont juste près du fond, d'identification et de différenciation, de différence entre les différentes espèces. Il y a un numéro et maintenant il y a le nom de l'île où la tortue a été baguée. Et en écoutant les propos du maire de l'île, on peut mesurer tout le travail qu'il reste à accomplir. C'est plus rapide. Il y a beaucoup de tortues ici, mais de différentes espèces. Mais on en mange beaucoup, mais jusqu'à aujourd'hui, l'arrivée de la loi, il faut respecter tout ça, donc on le respecte tout en étant donné qu'on est quand même des mangeurs de tortues. Ici, ce sont des mangeurs de tortues. Donc... Alors, ici, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que ici, c'est la Polynésie, c'est les îles du Pacifique. Vous savez, il n'y a pas qu'au Tuamotu qu'on mange de la tortue, on en mange partout de la tortue. Et notre rôle est difficile, parce que autant on peut essayer de comprendre que ça peut faire partie
partie de leur habitude ou de leur culture. Autant nous, direction de l'environnement, on a des missions de protection et de gestion d'espèces menacées ou en danger. Et notre rôle à nous, c'est d'arriver à concilier la gestion, à impliquer les gens, les communautés dans la protection et en même temps leur faire comprendre que bon, maintenant, aujourd'hui, il faut faire un point, il faut travailler et que demain, s'il faut qu'on revienne en ayant le mauvais rôle, on l'aura aussi. Ce matin, il n'est pas question de répression, mais d'histoire et de tradition. Riri Fatou est un pêcheur de l'île. Son père et son grand-père, avant lui, étaient des chasseurs de tortues. Avec Riri Fatou, nous remontons le temps à l'époque où chasser et consommer la tortue faisait partie du quotidien des habitants de Kawehi. Quand je vais ramer, il sera bien fixé. Il faut toujours faire comme ça pour que le harpon ne glisse pas. C'est important de bien attacher le harpon à la pirogue. La tortue est tellement forte, elle peut s'échapper. À Maona, il lui faut sa rame, son harpon, sa ficelle et sa pirogue. Le Maona, c'est le champion de la pêche à la tortue. Et tout le monde ne peut pas être un Maona. Et l'on comprend mieux pourquoi les tortues étaient encore nombreuses à l'époque de la chasse au harpon. À peine une tortue sur 10 était fléchée et remontée à bord de la pirogue. Papanassi est la mémoire de l'île et de ses traditions. C'est un ancien Maona. Il tient à nous montrer comment se déroulait une journée de chasse. Une fois l'animal repéré, tout était codifié. Du pari-pari qui annonçait la capture de la tortue, à la préparation du four tahitien par la population de l'île, tous les habitants participaient à la fête et recevaient une part de la tortue. Ce jour-là, Riri Fatou n'aura harponné aucune tortue, bien sûr. Avec les pêcheurs de l'île, ils auront tout au plus capturé quelques spécimens pour les besoins de la formation de Miri. C'est aux enfants d'apprendre à baguer les tortues pêchées la veille. Il s'agit de mieux les connaître pour mieux les protéger ensuite. Alors, on va prendre des bagues plus petites, hein, parce qu'elle est plus petite, d'accord? Tu me dis quand tu es prêt. Tu es prêt? Oui. Ok, vas-y, fort. Ok, lâche. Impeccable, c'est bien fermé. Il faut désinfecter maintenant. Et voilà. Ça y est. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait des tortues? On les relâche. Alors, qui c'est qui parle? Vous parlez? Oui, les enfants sont sensibilisés et je pense que c'est l'avenir de demain. Donc plus on les sensibilise sur la protection de l'environnement et sur leurs espèces,
et mieux c'est pour l'avenir de tout le monde, y compris des générations futures, puisque ce seront les adultes de demain. C'est au tour des grands de mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant les ateliers. Quand on te donne le matériel, tu mesures comme ça. Après, tu peux effectivement mesurer au machin. Pas toujours facile. Ben, c'est plus précis. Qui c'est qui m'a bagué ça? C'est moi. Ouais, c'est mal. Elle n'est pas bien baguée, hein? Je t'ai dit, pas sur l'écaille. Celle-ci n'est pas une tortue verte, mais une tortue kawan. Peu importe, sous l'œil de Riri Fatou le pêcheur, elle retrouve son élément. Oui, ça me fait quelque chose parce qu'elle est... Je sais pas, c'est quelque chose de... Je peux pas l'expliquer. C'est beaucoup d'émotions. C'est un sentiment que je n'arrive pas à l'expliquer. Vous aimez ces animaux? C'est pour ça que si les hommes ne les pêchent pas... Vous êtes content? Oui. Il faut vraiment que l'on reconnaisse et que l'on rende aux populations leur place dans la gestion de leurs espèces qui constituent leur patrimoine naturel et culturel. Miri et Colette font confiance aux Pomotou pour préserver les richesses de leurs atolls. Pourtant, l'actualité récente ne leur donne pas raison. L'équipage du patrouilleur côtier de la gendarmerie maritime, le Jasmin, vient de découvrir au cours d'une enquête 4 tortues adultes retenues captives dans un enclos, à Tikeho, près de Rangiroa, et 27 tortues juvéniles conservées dans une glacière. Au palais de justice, Claude Frémont, substitut du procureur en charge de l'affaire, souhaite porter un coup d'arrêt à ce trafic de viande de tortue. On essaye de frapper fort parce que il y a de plus en plus, on s'aperçoit, disons, de l'étendue du dommage qui est causé. Aujourd'hui, il y a une loi du 13 juillet 1990 qui a fait table rase de tout ce qui était autorisation précédente. Oui. Le vice-procureur Frémont milite pour une stricte application de la loi sans passe-droit. Les seules dérogations accordées concernent les études scientifiques menées sur les tortues et la création de l'agonarium à des fins touristiques. Je vais vous faire parvenir. Donc de ce côté-là, c'est clair, les tortues sont hyper protégées et à partir de ce moment-là, la Polynésie doit s'adapter au monde dans lequel elle vit, hein, c'est-à-dire le monde international et la Convention de Washington. Et cette Convention de Washington protège intégralement toutes ces espèces de toute consommation ou de toute détention en dehors des normes. Et ça, de toute façon, une chose est claire, c'est que la consommation est interdite et sera toujours interdite, sauf à transgresser les traités. Les 4 tortues adultes recueillies par les gendarmes du Jasmin ont été baguées et relâchées à l'extérieur du lagon de Rangiroa. Les plus jeunes ont été confiés à la clinique des tortues marines de Moorea. Cette clinique hébergée par l'hôtel Intercontinental qui a mis à disposition un bras de lagune est un petit coin de paradis pour les tortues blessées. Depuis 2004, Cécile Gaspard et son équipe ont déjà recueilli et soigné 300 tortues marines et en ont relâché 95. En général, les tortues qui arrivent à la clinique ont été le plus fréquemment blessées par des pêcheurs. On les retrouve avec des nageoires en moins, les parties les plus souples comme la tête sont transpercées par des flèches de fusils sous-marins. Pas mal, hein? Donc ça c'est une tortue verte qui a été amenée à la clinique avec la flèche encore dans le cou, donc là, bien sûr la flèche d'un fusil classique. Ce qui se passe souvent c'est que la flèche arrive à pénétrer quand même dans la chair, dans le cou, et malheureusement
pour la tortue. Enfin, heureusement pour elle, elle a réussi à s'échapper. Mais il y avait des lésions très importantes au niveau des différentes structures. Du coup, on a réussi, avec des soins assez longs, des antibiotiques et des sutures, à réparer le plus gros des dommages causés. Mais là, comme on peut voir, elle a encore des troubles nerveux en fait, et neurologiques. Elle a toujours une orientation sur la gauche de la tête. Et ce qui fait que pour l'instant, on n'a pas pris encore la décision de la relâcher, bien qu'elle présente une énergie correcte et que tout ce qui est soins au quotidien sont arrêtés depuis déjà longtemps. Nicolas travaille avec Cécile au sein de la clinique, mais aussi de l'association Temana Otemoana, dont elle est la présidente. Ensemble, ils recueillent des informations pour mieux connaître la population des tortues. Aujourd'hui, Nicolas vient de recevoir 2 balises de la NOAA, l'agence américaine partenaire de l'association. Le but du jeu, c'est de poser une balise pour pouvoir suivre la tortue là où elle va, tout simplement. On va pouvoir suivre son parcours pendant 6 mois, la durée de vie de la balise, et savoir ses déplacements entre les îles, si elle migre vers d'autres archipels ou même vers d'autres régions du Pacifique. En fin d'après-midi, les tortues sont relâchées à l'endroit où elles ont été capturées. Certaines n'ont pas eu cette chance. Voilà, ce qu'on trouve principalement en Polynésie française, c'est ça. Ce sont des tortues qu'on l'on récupère alors qu'elles ont été fléchées. Souvent, la flèche est encore dans le corps de l'animal, donc en fonction des cas, la flèche peut être dans le dos, elle peut être dans le cou, dans les nageoires. Mais ça donne, voilà, ça donne des choses comme ça. Sachant que les poumons se trouvent juste sous la face dorsale, ces tortues elles ont très peu de chances de s'en sortir. Ça, c'est une tortue qui a été trouvée au bord d'une plage par un touriste. On voit la flèche, on voit la tortue qui est en train de gonfler de putréfaction. C'est vrai que associer ça à l'image du tourisme, forcément il y a un problème. Donc on peut parler de la culture, on peut parler de beaucoup de choses. Et on se dit que finalement, jusqu'où ça va aller, quoi. Donc la sensibilisation, elle est vraiment importante. Et globalement, c'est pas pour la consommation. Cette tortue, elle a été trouvée sur l'île de Montréal. Les gens à Montréal, ils ont de quoi manger. Donc, Ces tortues fléchées étaient destinées à être revendues pour leur viande à prix d'or sur le marché de Papeete. Un véritable commerce parallèle alimenté par des pêcheurs professionnels peu scrupuleux. Des pêcheurs prêts à braver les interdits, à perdre leur outil de travail et à finir en prison. Moana en fait partie. Nous l'avons retrouvé à sa sortie de prison en novembre 2010. Il a été arrêté par les douaniers en revenant de Tetiaroa en possession de plus de 137 kg de viande de tortue. Condamné à 6 mois de prison ferme, Moana doit également payer une amende de plus de 10 000 €. Mais ce qui lui arrache le cœur, c'est la saisie de son bateau, son outil de travail. Bon, je dis que c'est cher payé quoi, pour 2 tortues. Quoi. Surtout que j'ai volé personne, j'ai tué personne. Quoi. Et là, depuis que j'ai plus de bateau, et je peux vous dire que c'est dur. Quoi. Je m'en sors pas, plus ça va, plus je m'enfonce. C'est pour ça que par rapport à ça, j'espère qu'ils vont quand même faire quelque chose pour mon bateau. Quoi. Parce qu'il y en a qui se sont fait pincer et que le bateau, ils les ont toujours gardés. Quoi. Et avec des quantités plus importantes que moi. Moi, j'en ai pêché que 2. Moana savait ce qu'il risquait, mais sa situation financière et celle de Julien, son ami plongeur, était difficile. Mais on était sortis faire une partie de pêche. Et puis, bon, on a commencé à pêcher du poisson. Et on avait repéré une tortue qui était planquée sous une patate, quoi. Et bon, après, on a décidé de la pêcher, quoi, comme il n'y avait pas beaucoup de poissons. Et puis, voilà, quand on l'a tiré, on l'a mis en bord du bateau, quoi. On a pêché la tortue, c'est pas pour nous enrichir. Mais c'est pourquoi? C'est parce que vous avez des problèmes d'argent? Déjà, on ne travaillait pas, ce qui fait que bon, il fallait qu'on subvienne à nos besoins. Pêcher que du poisson, c'est un peu dur quand même.
le poisson sortir avec que du poisson. À ce moment-là, il n'y avait pas de poisson, pas beaucoup de poissons, mais il y avait les tortues. C'était une bonne occasion de se faire un peu d'argent pour sortir. Moana et Julien ont été les premiers braconniers à avoir été condamnés à de la prison ferme. Moana est aussi le premier pêcheur de Tahiti à perdre son bateau. Il est ici, dans ce hangar des douanes. Plus pour très longtemps. Il vient d'être vendu aux enchères pour un prix dérisoire. La viande de tortue était déjà découpée et elle était ensachée dans des gros sacs en plastique. Oh, c'est un beau coup de filet, oui, c'est un beau coup de filet. Il fallait vraiment sanctionner, quoi, parce que c'est une espèce protégée et puis voilà. Moana a-t-il payé pour tout le monde? Sur le port de pêche d'Arué à Tahiti, les pêcheurs en sont convaincus. Il fallait un exemple pour mettre un terme au braconnage des tortues. Ah oui, tout à fait, j'ai payé pour tout le monde. Ils m'ont tout pris, quoi. Et le juge a tout mis sur mon dos, comme quoi c'était moi qui étais organisateur de tout ce trafic-là et c'est moi qui ai été sévèrement puni, quoi. Mais surtout, tout le monde l'a laissé tomber. C'est organisé, il y a plusieurs personnes qui achètent, mais il y a du monde, quoi, des gens bien placés, il y a des fonctionnaires, des personnes politiques. Et ce sont les premiers à venir à en demander. Et une fois qu'il y a eu le problème, ils se sont tous éclipsés. Et moi, je me suis retrouvé tout seul. Et à part de mon copain Michel Arachino, qui est avec ma frangine là, ils étaient là pour moi. Merci Michel. C'est dur, non, d'entendre ça? Oui, oui, c'est dur parce que ça touche, parce que c'est un père de famille. Et puis, moi, comme je l'ai toujours prôné, hein, c'est notre nourriture. On est devenu voleurs de notre nourriture. Et c'est là où le bas blesse, quoi. Une tradition devenue illégale qui empoisonne les Polynésiens. Michel Arachino mange de la tortue et ne s'en cache pas. Mais il n'en fait pas commerce, contrairement à Moana. Michel a accepté de témoigner à visage découvert pour défendre sa culture et son identité de Pomotu qu'il porte tatouée sur sa peau. Il nous embarque sur son île quelque part dans les Tuamotu à la découverte de ses traditions. Onu, la tortue en polynésien, fait partie de ses gènes, de sa chair, comme il le dit. Dans son île du bout du monde, élever et manger des tortues est courant. C'est un fait culturel dans ces îles souvent privées de viande. Cette vieille dame ne fait pas exception à la règle. Elle les élève depuis pratiquement 10 ans. Ça fait 10 ans. C'est un peu ses bébés, quoi. Hein. Est-ce qu'elle va en faire un peu des tortues? Ben... Vous mangez? Ah. Et elle les mange, Pas acheter. Pourquoi acheter? Voilà. Manger. Manger. Hein? Voilà. Si vous achetez mon tortue et à vos viandes, je dirais c'est en France, pas tuer, tu l'amènes. Alors, je pense qu'elle s'est fait comprendre en disant que vous n'avez qu'à garder votre viande en France et moi j'ai ma viande ici, quoi. Hein. Et elle dit qu'elle n'a pas peur, que les gendarmes viennent. Et elle va même leur dire qu'il faut lui laisser ses tortues parce qu'elle les a élevées pour la nourriture, quoi. Et il faut lui laisser manger ses tortues. Manger des tortues. Pendant longtemps, la viande de tortue était un apport de protéines indispensable pour ces habitants d'atolls très reculés. Mais depuis, les temps ont changé.
Les goélettes venues de Tahiti chargées de l'approvisionnement des îles apportent tous les aliments indispensables. Des produits souvent congelés, comme les fameuses cuisses poulets comme on dit ici. De la nourriture pas forcément adaptée aux besoins de ces atolls du bout du monde et qui pose des problèmes à Gaëtan. C'est l'infirmier de l'île. Non, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il reste quand même une partie de la base de l'ongle et puis ça va repousser tout doucement. Et tant que ce ne sera pas cicatrisé, il faut tout le temps protéger. Hein. Alors il est vrai que bien souvent, quand j'ai des problèmes de diarrhée, aussi bien chez les enfants que chez les adultes, c'est souvent en rapport avec des cuisses poulets. Parce que comme nous, en métropole, on aime bien diversifier l'apport de protéines. Et il est vrai qu'ici, si on ne fait manger que des cuisses poulets, on finit par vite s'enlacer. Hein. Donc on peut taper sur le poisson, on peut taper sur le cochon. Puis il est vrai que des fois, ici, on est amené parfois à manger du chien, hein, ça arrive. Alors quand il y a autre chose qui se présente, genre une tortue, inévitablement, elle est cuisinée. Hein. On ne peut pas demander à une population de manger que des congelés qui nous viennent de l'extérieur. Mais bon, c'est un sujet un petit peu tabou, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein. On n'ose pas trop en parler. Mais il est vrai, comme je dis, il faut comprendre hein, les besoins en goût, hein, qui diffèrent en fonction de la viande. Comment vous voulez aller pêcher la tortue? Ça va attendre un petit peu, hein, d'accord, hein, ok. C'est bon. Au tiroir. Allez, Maha. Tony n'ira pas à la pêche aujourd'hui. Michel, lui, a rendez-vous avec ses cousins pour préparer la sortie du lendemain. Une partie de pêche à la tortue. Il doit trouver des volontaires. Ceux-là n'accepteront pas. Trop dangereux. À l'aube, nous retrouvons Michel et son équipe. Ils ont quitté le lagon pour partir en pleine mer. On va longer le bord du récif afin de repérer la tortue. Oh non! À main nue, au crochet ou au fusil sous-marin, les techniques de pêche à la tortue varient, mais le danger est toujours présent. Il faut plonger profond, parfois à plus de 30 mètres, au milieu des requins. La tortue, elle est là-bas, près du récif. Il faut y retourner. Je me suis approché, mais elle est partie. C'est difficile parce que le courant, il pousse vers le large. Et la tortue, elle remonte plus rapidement dans le courant que nous, quoi. Dans certains repères, quand ils voient des requins qui tournent en rond, quoi, 4 ou 5 requins, c'est sûr qu'il y a la tortue dans le coin, quoi. Après 4 heures de traque, Maxime vient de flécher une tortue. Elle fait dans les 60 kilos, suffisant pour le village. Il faut maintenant la ramener au village pour la préparer à la mode tahitienne, avant de la déguster. On dépece d'abord par le plastron. Hein. On fait toujours comme ça parce que il faut abattre l'animal et puis le dépecer, répartir les différentes viandes parce qu'il y a plusieurs viandes dans la tortue et dans les abats, la récupération du sang pour faire du boudin. Dans la tortue, tout se mange, hein, dans la tortue. Hein. Voilà, c'est notre viande. Et nous ne la consommons pas tous les jours, mais nous faisons dans des grandes occasions où par manque de nutrition, on va chercher la tortue.
Pour les personnes qui vivent dans les atolls très éloignés de Tahiti, la loi pour eux, elle est secondaire parce que la première loi, c'est de nourrir sa famille, quoi. Et avec les produits qui se trouvent sur l'île, dans la mer, autour de l'île, tout ce qui se mange est pêché, quoi. Au repas du soir, seuls les vieux et Michel sont restés. Très bon. Très bon. La caméra a fait fuir les invités. Même ici, les gens ont peur des lois de Tahiti. Des lois pas toujours adaptées au mode de vie des îles. Michel Arrakino, sur son atoll du bout du monde, milite, lui, pour un moratoire et un comptage des tortues avant de parler d'interdiction. Son rêve le plus cher serait d'installer un élevage de tortues sur son île. Mais pour l'heure, il n'en a pas le droit. Et si Michel avait raison, si la solution c'était d'établir un moratoire pour évaluer les stocks de tortues et décider ensuite de la réouverture ou non de la pêche à la tortue. Mais pour l'heure, c'est un animal protégé par la Convention de Washington. Et si la pêche traditionnelle, bien qu'interdite, ne menace pas réellement la ressource, le braconnage, lui, pourrait porter un coup fatal à cette doyenne des mers. Elle pourrait disparaître dans un avenir proche du monde sous-marin.